Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un problème très important et ce cours d'ailleurs suit celui des prescripteurs car ce cours sur la responsabilité est étroitement lié bien sûr à l'activité professionnelle. Il ne faut jamais oublier que toute personne est responsable des conséquences de ses actes. Il est donc impossible d'exercer une profession en ignorant la gravité potentielle de ses actes. Le responsable. L'être responsable est celui qui répond de ses actes ou des actes de ceux dont il a la charge. Celui qui réfléchit, qui pèse donc les conséquences de ses actes, qui est à l'origine des actes. Celui qui a la charge d'une fonction qui a un pouvoir décisionnaire. N'oublions pas l'origine de nos mots, souvent des origines latines, ce qui est le cas pour la responsabilité. Alors, qu'est-ce que la responsabilité? Eh bien, la responsabilité est la capacité de prendre une décision sans en référer préalablement à une autorité supérieure. N'oublions pas les mots-clés. Préalablement, capacité, prendre une décision. Ces mots ont leur place et ne sont pas facilement substituables. N'oubliez pas ce que nous avons déjà vu, en responsabilité et en droit, un mot est rarement substituable. Alors, qui est irresponsable? Eh bien, l'être incapable de répondre de ses actes ou de sa conduite. Prenons par exemple le mineur ou le majeur incapable. Ce sont des personnes que vous rencontrerez au cours de vos activités professionnelles à venir. Vous aurez donc à adapter votre comportement au fait qu'ils sont juridiquement considérés comme incapables. Nous allons aborder 3 responsabilités fondamentales. La responsabilité civile, la responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire. Il y a en plus la responsabilité morale, la responsabilité religieuse, la responsabilité collective et la responsabilité gouvernementale, mais nous ne détaillerons cette année que les 3 premières. Commençons donc par la responsabilité civile. La responsabilité civile est définie ainsi, c'est l'obligation de réparer le dommage, qu'on appelle également préjudice, dommage que l'on a causé à autrui, qu'on appelle également le tiers. En tant que professionnel de santé, seule la responsabilité civile contractuelle vous intéressera dans l'exercice de votre métier. Pour obtenir la réparation dans le cadre d'une responsabilité civile délictuelle, la victime doit apporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les 2 précédentes conditions. Une personne peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en démontrant que le dommage provient d'un cas de force majeure ou du fait même de la victime ou d'un tiers. On dit que le dommage peut être réparé par espèce ou à l'équivalent. C'est ce que l'on appelle souvent des dommages et intérêts. Ou en nature. Par exemple, en cas de diffamation, par voie de presse, le magistrat peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux. Dans la très grande majorité des cas, la responsabilité civile est couverte par une assurance. Les activités professionnelles nécessitent des assurances spéciales. Ne pas confondre assurance en responsabilité civile et assurance en responsabilité civile professionnelle. Nous parlons d'assurance, car l'objectif de la responsabilité civile est la réparation du dommage. Or, l'étendue de la réparation n'étant pas prévisible et pouvant être immense, une assurance est donc vivement conseillée. Et parfois obligatoire, nous verrons ça dans les années ultérieures. Les tribunaux compétents sont en principe les tribunaux civils, puisque nous sommes en responsabilité civile. Il y a des cas d'exonération, la force majeure, le fait du tiers, le rôle de la victime. Je vous laisse le soin de lire cette diapositive. Prenons le cas des professionnels de santé. Il s'agit d'une responsabilité civile contractuelle autour du contrat de soins. Nous avons donc un article du Code civil qui aborde cette notion, c'est l'article 1101 du Code civil qui définit le contrat comme étant une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Pensez bien à la réciprocité des obligations. Un autre article est très important dans notre Code civil, c'est cet article 1108. Pourquoi? Parce qu'il précise les 4 conditions de validité d'un contrat important puisque nous sommes en responsabilité contractuelle. Alors ces 4 conditions sont le consentement de la partie qui s'oblige,
sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. Pensez surtout au consentement et à la capacité. Attardons-nous quelques instants sur le consentement. Il y a toujours une notion de réciprocité. Il y a le consentement du professionnel de santé et le consentement du patient. Le professionnel de santé peut refuser sous certaines conditions et le patient doit avoir un consentement éclairé. Le professionnel de santé doit donc informer le patient sur les caractéristiques essentielles de son acte. Nous venons de parler d'un consentement éclairé. Eh bien, ce consentement il sera éclairé grâce à l'information. Et nous avons ainsi, dans le Code de la consommation que nous avons déjà évoqué ensemble, un article important qui s'intitule « L'obligation générale d'information ». C'est l'article L111-1 que je vous laisse le soin de lire. Nous sommes ici dans le cas du professionnel vendeur de biens pour les pharmaciens ou prestataire de services pour les professionnels de la médecine. Il s'agit d'un article très important sur cette obligation d'information. Les questions que vous pourriez vous poser sont les suivantes. Quelles sont les caractéristiques essentielles du produit ou du service et comment les définir? Essayez d'y répondre. Une modification a été apportée en juillet 2010 consistant en un ajout de 2 paragraphes. Le paragraphe 2, que vous pouvez lire, le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur avant la conclusion du contrat. Alors cet article s'adresse plus particulièrement aux personnes qui seront intéressées par les dispositifs médicaux. Et enfin, le paragraphe 3, donc le deuxième paragraphe ajouté. En cas de litige portant sur l'application des 1 et 2, donc des paragraphes 1 et 2, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations. Autre condition de validité du contrat, la capacité de chacun des acteurs. Notez qu'il y a toujours réciprocité. Le professionnel de santé doit être capable, le patient doit être capable. Pensons aux mineurs et aux majeurs incapables déjà évoqués ensemble. Attention, capacité pour le professionnel de santé n'est pas compétence. Alors qu'en est-il de cette responsabilité civile des professionnels de santé dans le secteur contractuel? Eh bien, nous avons un article toujours du Code civil, l'article 1142, qui précise que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. Le dommage résulte alors de l'inexécution du contrat de soins, par exemple. Prenons le cas d'un consentement éclairé qui ne serait pas éclairé ou d'une capacité qui ne serait pas présente. Le Code civil prévoit aussi un cas d'exonération à la cause étrangère. Attention à la notion de mauvaise foi. Ainsi, l'article 1147 du Code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Pour bien comprendre cet article, je vous renvoie à la notion d'obligation, obligation réciproque que nous venons d'aborder, notamment celle de l'information. Et donc dans le contrat de soins, on entendra très souvent parler de l'inexécution de l'obligation, donc de l'absence d'information. Alors une autre responsabilité également, c'est celle des produits défectueux. Alors elle ne concerne bien sûr que les pharmaciens. Nous avons sa source dans le Code civil où il est précisé que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. C'est la raison pour laquelle nous en parlons maintenant, parce que cette responsabilité existe en dehors de tout contrat, mais également dans le cadre d'un contrat. Abordons également d'autres responsabilités qui concernent les professionnels de santé et qui ne sont pas systématiquement liées à la nature contractuelle du contrat de soins.
Prenons le cas de l'obligation de prévention. Il s'agit de l'ancienne obligation de sécurité qui concerne les biens et les services. Elle est dénommée maintenant obligation de prévention. Toujours dans le Code de la consommation, il est précisé que les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter à l'atteinte à la santé des personnes. Notez les expressions clés comme conditions normales d'utilisation, comme raisonnablement prévisibles par le professionnel. Cet article concerne la plupart d'entre vous, puisqu'il vise à la fois les produits, donc les pharmaciens, qui pour la plupart seront des producteurs de biens, donc de médicaments par exemple, et les services pour la plupart des professionnels de la médecine notamment. Bon, quittons la responsabilité civile et passons à la responsabilité pénale. Alors, il n'est pas question de la victime. La responsabilité pénale renvoie à la punition de l'individu qui commet une infraction. En effet, il y a 3 sortes d'infractions, la contravention, le délit et le crime. La contravention étant l'infraction la plus simple, la plus légère, et le crime, bien sûr, la plus grave. Profitons-en pour dire que à chacune de ces infractions correspond un tribunal. Ainsi, pour la contravention, c'est le tribunal de police, pour le délit, le tribunal correctionnel, et pour le crime, la cour d'assises. Alors poursuivons. Ne pas confondre amende et dommages et intérêts. L'amende est étroitement liée à la responsabilité pénale. En effet, les principes stricts du droit pénal s'appliquent et peuvent aboutir à la condamnation de l'auteur de l'infraction à une peine, donc une amende ou un emprisonnement. Cette dernière doit être clairement distinguée de la réparation obtenue par les victimes de dommages et intérêts que nous avons évoqués précédemment en responsabilité civile. Alors prenons un exemple de responsabilité pénale. Nous avons cet exemple dans le Code pénal, bien entendu. Le fait de causer dans les conditions et selon les distinctions prévues à un article cité dans le Code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Vous avez ici très nettement identifié l'infraction et la peine qui lui est assortie. Donc notons quand même que le Code pénal est maximaliste, ce qui veut dire que dans les articles du Code pénal, quand vous avez l'infraction et la peine, vous avez par exemple ici 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, c'est une peine maximale. Ainsi, le procureur peut demander cette peine maximale, mais l'auteur de l'infraction peut être puni d'une peine inférieure, mais en aucun cas supérieure à ces 3 ans et à ces 45 000 € d'amende. Alors nous poursuivons cet article parce qu'il est intéressant. Il précise qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Attention aux petits mots importants. Ici, il s'agit de violation manifestement délibérée. Exemple, un refus de contrôle peut être analysé comme une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité. Je parlais par exemple dans l'industrie pharmaceutique où de nombreux contrôles sont obligatoires pour le médicament et en cas de violation manifestement délibérée de cette obligation de contrôle et de sécurité, on pourrait voir appliquer la suite et la fin donc de cet article 221-6 du Code pénal. Alors un autre exemple que je vous laisse le soin de lire, qui correspond à ce que nous appelions autrefois les coups et blessures. Notez toujours la mention des mots maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Et toujours cette notion de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi et le règlement qui aggrave les sanctions. Un autre exemple aussi très important, vous voyez qu'il s'agit d'une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, ce qui veut dire qu'effectivement la victime est dans une situation qui est relativement légère.
Aussi, le code pénal ne sanctionnera l'individu que pour une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité. Je ne reviens pas sur les expressions que nous venons de citer déjà plusieurs fois. Alors là, vous avez un article du Code pénal qui a été rajouté récemment, à l'échelle du temps, bien entendu, dans le Code pénal. Il s'agit d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort. Donc c'est une notion d'exposition, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de victime dans ce cas-là. Et vous voyez qu'il y a possibilité également de sanctionner l'auteur d'une telle infraction. Donc je vous renvoie à la lecture de cet article et toujours insister sur cette notion d'obligation particulière de sécurité. Donc le fait de violer manifestement une obligation de sécurité et cette violation exposant directement autrui à un risque immédiat fait de vous tout à fait quelqu'un susceptible d'être poursuivi et sanctionné en vertu de cet article. Je rappelle, il n'y a pas de victime. Alors vous pouvez vous resituer dès à présent dans la situation de votre exercice professionnel dans quelques années. Alors j'ai choisi cet article tout simplement pour vous rappeler que les personnes morales peuvent également être déclarées pénalement responsables, ce qui est également récent à l'échelle du temps. Bien sûr, les sanctions ne sont pas les mêmes. À part l'amende, il n'y a pas d'emprisonnement, bien entendu, de société. Il s'agit surtout souvent de dissolution de société. Alors, cet article se poursuit en mentionnant une interdiction dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice dans lequel l'infraction a été commise. Bon, nous sommes en novembre 2009. Je pense que cet article devrait être modifié prochainement. Je tiens quand même à vous le préciser. Enfin, il est impossible quand même dans le secteur de la santé de ne pas parler de la non-assistance à personne en péril. Et c'est la raison pour laquelle cet article-là me plaît beaucoup et qu'il n'était pas pensable que je ne l'évoque pas avec vous. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et c'est surtout la suite qui nous intéresse, puisque sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Faites attention, cet article, cette partie d'article est très importante et attachez-vous pratiquement à chacun des mots. Notez le mot péril. Qu'est-ce que le péril ? Alors, il est difficile de répondre à une telle question, cependant, pensez quand même à une situation mortelle ou à un individu qui pourrait se retrouver dans une situation irréversible, un dommage irréversible. Toujours dans le cadre de la responsabilité pénale, seuls les tribunaux répressifs sont compétents. L'action appartient au ministère public qui représente les intérêts de la société. Ce ministère public, c'est notre procureur de la République. Alors un même acte peut amener une poursuite civile et une poursuite pénale à l'encontre de son auteur. Lorsqu'une personne commet une infraction qui cause un dommage à autrui, elle engage à la fois sa responsabilité civile et sa responsabilité pénale. Enfin, elle peut engager à la fois sa responsabilité pénale et sa responsabilité civile. Dans une telle hypothèse, la victime peut demander réparation de ce dommage au juge pénal qui statue sur la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction ou au juge civil. Quand le juge pénal prendra une telle décision, on dira qu'il statue au civil et au pénal. Enfin, il y a la responsabilité disciplinaire. La responsabilité disciplinaire est propre à chaque profession. Elle fait référence aux règles professionnelles, donc au code de déontologie. Prenons le cas des médecins. Nous avons donc dans le code de la santé publique un article qui nous précise que les dispositions du code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre et que toute infraction à ces dispositions relève de la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins. Nous retrouvons également la même idée
dans le Code de la santé publique, mais pour les sages-femmes, où nous avons les dispositions du Code de déontologie s'imposent aux sages-femmes, et toute infraction à ces dispositions relève de la juridiction disciplinaire de l'ordre des sages-femmes. N'oublions pas les pharmaciens. Je vous laisse le soin de lire cet article, toujours issu du Code de la santé publique, et qui reprend les mêmes idées que les articles précédemment évoqués ensemble. Notez peut-être la particularité des pharmaciens qui exercent une mission de service public. Alors, en cas d'infraction à la responsabilité disciplinaire, en cas de non-respect des règles professionnelles, eh bien, quelles pourraient être les sanctions? Prenons l'exemple des pharmaciens. Nous avons sous les yeux un certain nombre de sanctions comme l'avertissement, le blâme avec inscription au dossier ou différentes sortes d'interdictions, allant de l'interdiction temporaire à l'interdiction définitive. Qui peut engager la responsabilité disciplinaire? Toujours prenons le cas des pharmaciens. Eh bien, nous avons bien entendu un autre pharmacien, mais nous avons également des particuliers. En effet, en cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées, saisir le conseil régional ou central compétent. Je vous remercie de votre attention.